soir, on a notre rendez-vous copro mensuel qui porte sur les assurances. Donc, c'est vraiment une soirée consacrée aux assurances, alors bien sûr en copropriété, ça vous le savez. Alors, ce sont des assurances qui peuvent être obligatoires, ce sont des assurances qui peuvent être facultatives, mais qui sont certainement très utiles par ailleurs. Donc, ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, on va vous parler des assurances qui ont attrait à l'immeuble, au bâti, avec l'assurance multirisque que vous connaissez, la dommage ouvrage pour la partie peut-être travaux, mais aussi certaines assurances qui sont peut-être un peu moins connues, qui sont celles qui protègent les membres du conseil syndical et qui protègent aussi la copropriété d'un certain nombre de sinistres et pourquoi pas aussi de charges qui peuvent être des charges impayées. Alors, on va voir beaucoup de choses ce soir. Et pour pouvoir répondre à toutes vos questions, parce que vous nous avez posé beaucoup de questions et aborder un petit peu tous ces sujets, nous avons avec nous plusieurs intervenants. Donc, des intervenants qui font tous partie du groupe ODALIM avec des représentants de plusieurs sociétés du groupe ODALIM. Donc, vous allez les voir après, hein, parce que là, c'est le petit slide. Donc, vous avez, honneur aux femmes, bien sûr. Vous avez Rose de l'Estapi, qui est directrice clientèle du cabinet Jacques Boulard. Alors, le cabinet Jacques Boulard, c'est un cabinet qui est plutôt un cabinet, pourquoi j'arrive plus, voilà, qui est un cabinet parisien, il me semble, hein, c'est ça, c'est un cabinet Absolument. parisien de longue date qui est plutôt spécialisé dans l'assurance des immeubles. Mais Rose va nous en dire un peu plus d'ici quelques instants. Nous avons Stanislas Rabot, qui est aussi directeur de clientèle, mais cette fois du cabinet Assure Copro. Alors, c'est un cabinet qui, comme son nom l'indique, qui est spécialisé dans l'assurance de la copropriété, mais cette fois qui est présent à la fois dans le sud, hein, sur Cannes, Nice et aussi à Paris. Et pour finir, nous avons Olivier Delmas, qui est directeur grand compte ODALIM et qui sera un petit peu le lien avec tout ça, c'est-à-dire qui complétera les sujets, les questions qui seront abordées peut-être en annexe de ce qui sera présenté par nos deux intervenants et qui répondra aussi dans le chat à toutes vos questions parce que je ne vous ai pas encore dit, mais vous allez pouvoir poser beaucoup de questions dans le chat et on n'y répondra pas au fur et à mesure forcément, mais on les gardera et peut-être que Olivier pourra y répondre lui, si il pense que c'est pertinent au fur et à mesure pour que vous n'ayez pas trop d'attentes et trop de demandes d'un coup. Alors, juste une chose, avant qu'on arrive là-dessus, parce que ça, c'est un petit peu nous, notre présentation, pour ceux qui nous découvrent pour la première fois et qui arrivent, qui ont reçu une invitation via les réseaux sociaux et qui ne savent pas du tout qui on est, mon immeuble, ils ne connaissent pas. Ils étaient plus intéressés par les assurances que par notre média. Donc, on va juste faire une petite intro. Mais juste avant, puisque je vous ai brièvement présenté nos intervenants de ce soir, je voulais vous demander, et pour ça, vous allez peut-être lever la main. Vous savez, vous avez une petite main là. Donc, si vous levez la main, donc vous allez pouvoir répondre en disant, voilà, c'est bon pour moi. Donc, je vais vous demander si vous connaissez le groupe ODALIM. Et je demanderai à seulement ceux qui connaissent le groupe ODALIM de lever la main. Voilà, donc si vous connaissez le groupe ODALIM, levez la main. Voilà, donc là, vous n'êtes pas très nombreux à avoir levé la main. Hein. Donc, vous êtes 9 sur 67 à connaître le groupe ODALIM. Bon, c'est intéressant. Ça prouve que voilà, vous allez découvrir quelque chose ce soir. Donc, je voulais vous poser aussi la question. Est-ce que, pour ceux qui connaissent le groupe ODALIM, c'est parce que vous êtes assuré par le groupe ODALIM? Alors, si vous êtes assuré par le groupe ODALIM, c'est pareil, levez la main. On est où? On a 4 mains levées, d'accord. Donc, normalement, ceux qui ont levé la main, c'est qu'ils sont assurés par le groupe ODALIM.
Très bien. Bon, je ne vais pas vous embêter plus que ça, mais ça nous donne un peu une idée aussi pour nos intervenants de savoir si on les connaît, si on ne les connaît pas, et dans quelle mesure ils ont des clients parmi vous. C'est toujours voilà, instructif aussi, bien sûr. Alors, Gladys, c'est bon pour toi? Oui, donc bonsoir à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Gladys, chargée de communication pour le magazine monimmeuble.com. Donc mon immeuble, c'est un média indépendant dans le domaine de l'immobilier et spécifiquement de la copropriété. Donc on organise beaucoup d'événements. On existe depuis plus de 15 ans maintenant. On rédige également beaucoup d'articles sur le site. Donc, on a une base de plus de 10 000 contenus, 10 000 articles sur le site. On fédère beaucoup de membres dans nos clubs, donc plus de 3 000 membres maintenant, oui, bien plus que 3 000 membres maintenant, et encore plus de lecteurs sur le site chaque mois. Ensuite, donc, on a des rencontres comme celle-ci, et en temps normal, hors crise sanitaire, on a bien sûr des rencontres en présentiel, comme les apéros copro qui, on espère, vont reprendre assez rapidement. Voilà, donc ensuite, pour parler un petit peu des clubs, donc pour ceux qui sont là ce soir, vous êtes peut-être déjà abonnés dans un des clubs, soit Découverte, soit Club MI+, soit Club MI Pro, mais peut-être que vous avez également reçu une invitation sur LinkedIn ou via d'autres, enfin, qu'on vous a partagé une invitation, c'est possible aussi. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous pouvez déjà vous inscrire dans le Club Amis Découverte qui vous permettra du coup, comme son nom l'indique, de découvrir monimmeuble.com. Et en cadeau, donc avec cette inscription, vous allez pouvoir télécharger le guide des professionnels qui a été mis à jour au mois de mars là, 2021. Donc voilà, donc on va vous mettre après le lien pour vous inscrire au Club Amis Découverte si vous le souhaitez. Donc c'est une inscription gratuite, vous rentrez tous vos coordonnées et ensuite donc vous allez pouvoir télécharger ce guide et également quelques autres contenus un petit peu exclusifs, pas tous ceux qu'on propose pour les autres clubs dont je parlerai après, mais quelques contenus. Donc ensuite, donc là, je vais plutôt un petit peu m'adresser aux membres du Club AMI Plus et du Club AMI Pro ou éventuellement ceux qui vont s'abonner, donc les futurs membres. Comme vous le savez, on organise 2 ateliers en ligne par mois. Donc il y a d'une part les ateliers juridiques et d'autre part les rendez-vous copro comme celui de ce soir. Donc on a déjà depuis septembre fait 2 ateliers par mois. Et donc vous allez pouvoir retrouver tous les replays de ces ateliers dans vos espaces membres. Vous avez juste à vous connecter donc sur le site et ensuite vous allez pouvoir avoir l'accès au replay de ces ateliers. Et pour donc les prochains ateliers, donc le prochain ce sera le 17 mars, là ce sera un atelier juridique avec notre avocat partenaire Frédéric Drouard. Et ce sera sur le recouvrement des charges impayées. Et le prochain rendez-vous copro, lui, se déroulera le 6 avril et on parlera des outils numériques de la copropriété avec des sociétés qui vont intervenir et présenter également leurs outils. Donc Alors, je pareil, précise juste, Gladys, que ces rendez-vous copro, comme ces ateliers juridiques, sont ouverts à tous. oui, Donc, voilà, je sais que ce soir, certains d'entre vous ne sont pas du tout abonnés et pas du tout inscrits nulle part. Et vous êtes tout à fait les bienvenus. Donc, vous pouvez vous inscrire de la même façon à ces autres tout à fait. événements. Voilà, donc on va vous mettre tous les liens dans le chat par la suite. Et comme ça sera beaucoup plus facile pour retrouver ces dates. Voilà, donc là dans le chat, je vais vous mettre tous les liens pour les clubs et également pour les dates des ateliers, des rendez-vous copro et des ateliers juridiques pour que vous puissiez vous y inscrire. Alors, on a un petit sondage pour vous là tout de suite avant de commencer dans le dur. Alors, le sondage, il est où? Il est là. Donc, je vais ouvrir le vote. On autorise tout le monde à voter. Voilà. On va peut-être fermer les votes. Hein, c'est bon. Bon, ceux qui n'ont pas répondu, bah, tant pis. Hein, voilà. Est-ce qu'il y en a encore qui n'ont pas fini de répondre à toutes les questions? C'est surtout ça l'idée. Vous avez répondu à toutes les questions? Voilà. Donc, je vais partager les résultats avec vous maintenant et c'est le meilleur moment. Alors, on y va. Donc, en matière de copropriété, savez-vous qu'il existe des assurances obligatoires et d'autres facultatives? Alors, quand on dit facultatives, bon, c'est souvent des assurances qui sont aussi très, très utiles, hein, bien sûr. Donc, vous êtes plutôt au courant. Apparemment, vous le savez. Quels sont les sinistres déjà intervenus dans votre copropriété? Alors là, à 92%, les dégâts des eaux, bah, ça, je vous comprends tout à fait.
Bon, il y a pas mal de vandalisme aussi. Bon, ça peut arriver. Malfaçon de travaux. Et ensuite, vol, cambriolage et incendie à égalité. Donc ça, c'est pas vraiment très drôle. Rencontrez-vous des problèmes de charges impayées dans votre copropriété? Bon, eh ben, c'est plutôt positif parce qu'on a quand même une majorité de non. Donc c'est bien. Bravo. Vous êtes dans des copropriétés saines. Pensez-vous que votre immeuble est bien couvert, bien assuré? Donc, bon, à 71%, vous avez dit oui. Donc, c'est déjà bon signe aussi. Comment avez-vous choisi votre assurance? Alors, en général, vous l'avez choisi plutôt par les garanties hein, et la couverture. Donc, c'est plutôt ça qui vous a poussé à choisir un assureur plutôt qu'un autre. Après, le prix, bah, bien sûr, le prix aussi, ça compte. Hein, voilà. Pensez-vous que le coût de votre assurance multirisque habitation est trop élevé? Alors, eh ben non, vous pensez que vous payez un juste prix par rapport à la couverture que vous avez. Donc ça, c'est plutôt bien aussi, à presque 60%. À votre avis, existe-t-il une assurance pour couvrir la mission des membres du conseil syndical? Alors oui, à 85%. Donc il y en a qui nous ont posé des questions par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais la plupart d'entre vous le savez. Avez-vous déjà eu recours à une protection juridique pour votre immeuble? Eh bien, vous n'êtes pas très nombreux. Hein. En fait, 27% seulement. Et puis pour les autres, ben, pas du tout. Voilà, donc c'est intéressant pour les intervenants de ce soir et puis aussi pour vous, pour qu'on sache un petit peu quel est votre environnement, comment fonctionne votre copropriété, peut-être les troubles, les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui et vos attentes, bien sûr, pour les explications de ce soir. Donc, on va fermer ça. Et là, maintenant, on va pouvoir commencer. Alors, on a prévu une petite introduction pour présenter le groupe Odéalim, parce que c'est de nombreuses sociétés, c'est un groupe très étendu. On nous a posé des questions pour savoir est-ce qu'il y a des sociétés qui sont présentes partout en France, quels sont les types d'assurances proposées, etc. Donc on a Rose qui va nous faire une petite introduction. Absolument. Alors, je vais vous partager sur l'écran nos documents. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes un regroupement de professionnels de l'assurance immobilière. Moi, comme vous l'avez dit, je viens du cabinet Boulard. À l'origine, était surtout le cabinet AssureCopro en 2016, qui est le groupe Odéalim, donc qui est constitué par le rassemblement de tous les cabinets qui ont été rachetés, souhaite se développer sur deux axes, à la fois être proche de nos clients, donc un maillage territorial. Donc effectivement, on est présent dans beaucoup de villes en France, Nice, Cannes, Marseille, Paris bien sûr. Et puis, on souhaite également développer un axe digital. Donc, on a à la fois des prises de participation dans des entreprises digitales et puis on veut digitaliser nos cœurs de métier. Parce que et la loi Allure et le contexte sanitaire actuel montrent que c'est indispensable. Donc voilà pour le groupe Odéalim, professionnel de l'assurance immobilière. Ensuite, je vais vous parler. Ah oui, pardon, je vous rajoute ma deuxième slide. On est le 8e courtier spécialiste français. On gère plus de 180 millions de primes. On a 50 millions de chiffre d'affaires. On est 190 salariés aujourd'hui. Et on travaille avec plus de 4000 ADB et on assure plus de 39 000 copropriétés aujourd'hui et 145 000 logements. Donc, on a une certaine surface, disons. Alors, ADB pour administrateur de biens. Absolument, administrateur de biens. Syndic de copropriété aussi, voilà. Donc c'est vrai que c'est important. Vous êtes un groupe très important, et c'est pour ça qu'on tenait est vraiment représentant de ce qu'est le monde de l'assurance aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on pensait qu'un sujet sur l'assurance ne pouvait pas se faire sans vous. Absolument, merci, c'est gentil. Alors, donc moi, dans un premier temps, je vais parler des garanties obligatoires en copropriété et Stanislas parlera des garanties complémentaires dans un deuxième temps.
Donc, les garanties obligatoires, les assurances obligatoires en copropriété. Donc, on a d'abord le contrat multirisque immeuble et ensuite on verra la dommage ouvrage. Donc, la loi Allure que tout le monde connaît maintenant a rappelé le principe selon lequel chacun des copropriétaires doit s'assurer, mais également chaque syndicat des copropriétaires. Donc, c'est une obligation légale. Avant même l'obligation légale, de toute manière, c'était repris dans la plupart des règlements de copropriété. Et quand bien même ce ne serait pas marqué dans le règlement de copropriété, le gérant de l'immeuble, le syndic, dans son mandat de gestion, doit assurer à la fois en responsabilité et en dommage l'immeuble pour qu'il soit bien garanti. Alors, je précise tout de suite, parce que ça a fait l'objet de nombreuses questions apparemment, que la garantie responsabilité qui est dans les contrats multirisques immeubles couvre aussi la responsabilité des membres du conseil syndical. Donc ça, je vous le confirme. Alors, si on veut aller plus loin, on a des produits complémentaires dont Stan pourra vous parler. On a un produit qui s'appelle Assure CS. Mais dès à présent, je vous dis que la RC minimale des membres du conseil syndical est bien garantie par le contrat de l'immeuble. Donc, puisque c'est une garantie obligatoire, le syndic doit évidemment faire voter un contrat d'assurance. Si l'Assemblée générale refusait de voter le contrat d'assurance, le syndic pourrait prendre quand même une garantie. Et si aucune compagnie ne souhaitait assurer l'immeuble, il existe un bureau central de tarification qui permet d'obliger une compagnie à prendre un immeuble en assurance, donc pour qu'il n'y ait pas de vide. Alors, je vous parle de ce bureau central de tarification, mais c'est vrai que nous, on n'a jamais eu à y faire recours parce que, en tant que courtier, on travaille avec de nombreuses compagnies et qu'on trouve toujours une solution d'assurance pour les immeubles qu'on nous soumet. Alors, les garanties de l'assurance multirisque immeuble, donc outre la RC, donc, la responsabilité civile dont on vient de parler, les garanties des contrats multirisques sont les garanties classiques, c'est-à-dire incendie et risques annexes, avec l'explosion, le choc de véhicule, le déménagement, etc. Les dommages électriques, les événements climatiques dont on entend beaucoup parler en ce moment, les catastrophes naturelles dont on a entendu parler aussi malheureusement, le vol, vandalisme, le dégât des eaux et le bris de glace. Donc, c'est des garanties classiques qui peuvent être à minima ou qui peuvent être étendues quand on travaille avec un courtier, parce que les courtiers négocient avec les compagnies des intercalaires d'extension de garantie qui permettent de maximiser les garanties du contrat. Alors, on a vu dans votre sondage que les copropriétaires attachaient beaucoup d'importance à la couverture, à la bonne couverture de l'immeuble. Donc, c'est tout l'intérêt, si vous voulez, d'assurer l'immeuble avec une extension de garantie. Parmi les extensions classiques du contrat, vous avez la clause de reconnaissance du risque qui empêche l'assureur de se prévaloir d'une erreur dans la déclaration des caractéristiques de l'immeuble au moment de la souscription. Par exemple, si l'immeuble fait 1500 m² et qu'on a dit qu'il en faisait que 1000, si vous avez une clause de reconnaissance du risque, au moment d'un sinistre, l'assureur ne pourra pas réduire proportionnellement l'indemnisation. Donc, c'est quand même utile. Vous avez également la garantie valeur à neuf qui est absolument indispensable, à mon avis, qui vous permet de récupérer une partie de la vétusté, parce que vous savez que normalement, vous êtes indemnisé en vétusté déduite et les extensions de garantie prévues dans les intercalaires vous permettent de récupérer jusqu'à 33% de la valeur à neuf. Alors que les conditions générales des compagnies prévoient en général seulement 25%. Dans les garanties, dans les extensions classiques, il y a aussi le choc de véhicule, même quand il n'est pas identifié, parce que souvent le véhicule, s'il démarre toujours, part en courant, donc c'est assez utile. Les dégâts causés par les déménageurs ou livreurs, c'est quand même aussi très fréquent en copropriété. La garantie effondrement, qui est quand même non pas que ça arrive souvent, mais quand même, quand ces sinistres arrivent, ils sont très importants. Et puis, en dégâts des eaux, c'est très important aussi de bénéficier d'extensions de garantie parce que les sinistres chers, par exemple, les sinistres par canalisation enterrée ou refoulement d'égouts ou infiltration par façade, ne sont pas toujours couverts par les compagnies quand il n'y a pas d'intercalaire. Et enfin, un dernier exemple, c'est la perte d'usage, c'est-à-dire la privation de jouissance quand vous ne pouvez plus habiter votre logement ou la perte de loyer quand vous
vous ne pouvez plus le louer à la suite d'un sinistre. Quand vous avez une intercalaire d'extension de garantie, en tout cas la nôtre, elle est étendue à 3 ans au lieu de 2 si vous avez seulement les conditions générales de la compagnie. Et pour vous donner un exemple concret, on assure un immeuble qui était mitoyen à celui qui a explosé rue de Trévise il y a 2 ans. Donc là, vous voyez, je vous disais extension de garantie, 3 ans de perte de loyer au lieu de 2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun des occupants de l'immeuble n'a réintégré l'immeuble. Actuellement, il est vide. Vous voyez cette photo qui a été prise la semaine dernière. Il est vide et barricadé. Nous, la compagnie a déjà réglé par notre intermédiaire 1 million de pertes d'usage et de loyer auprès de tous les occupants. Et grâce à l'intercalaire, il y aura 500 000 euros qui vont encore être réglés, alors que sinon, la compagnie s'arrêterait là. Donc, vous voyez l'intérêt d'avoir des extensions de garantie, ça fait une vraie différence sur les sinistres graves, mais aussi sur les sinistres plus quotidiens, comme les dégâts des eaux. Alors, j'avais juste une petite question, Rose, par rapport à ces extensions de garantie. Oui. Donc, est-ce qu'on peut les choisir? Est-ce que c'est un package où on prend tout, où on peut distinguer certaines garanties en disant celle-là, non, j'en ai pas besoin ou, voilà, comment ça se pratique? Alors, en général, c'est un package parce que c'est notre force commerciale qui nous permet de négocier auprès des compagnies pour obtenir un package d'avantages que nous avons déterminé et négocier pied par pied avec la compagnie. Pied à pied, on peut pas modifier pour de la multirisque immeuble classique, on négocie pas plafond par plafond, garantie par garantie. Ça, c'est plus pour le risque industriel. Si on veut ajouter quelque chose ou retirer quelque chose, en fait, une adjonction, ce serait par exemple la souscription d'un contrat de protection juridique en plus. Vous voyez, ça, c'est séparé. En revanche, sur les garanties qui font partie du contrat multirisque immeuble, dégâts des eaux, etc., on peut pas dire, moi, ça m'intéresse pas d'être garanti en dégâts des eaux. Alors, évidemment, on peut toujours insérer une franchise, mais en revanche, on modifie pas les plafonds. Voilà. Très bien, d'accord. Alors, je continue donc avec les vérifications qui peuvent être utiles quand on se penche sur le contrat d'assurance immeuble, par exemple à la reprise par un nouveau syndic. Alors, première chose, évidemment, c'est vérifier si le contrat est payé. Et pour ça, on cherche le dernier appel de prime, ce qui nous permet de vérifier qu'on est bien à jour, parce que le contrat peut dater de plusieurs années. Donc, si on n'a que le contrat, ça va pas nous aider plus que ça. On vérifie que les déclarations sur l'immeuble sont exactes par rapport à ce qui est marqué dans le contrat. Par exemple, si vous avez eu l'installation d'une occupation aggravante comme une boîte de nuit, c'est de bon ton de le signaler à l'assureur. On vérifie les éventuelles franchises, les plafonds de garantie évidemment, et la limitation contractuelle d'indemnisation qui est un plafond global que l'assureur met parfois en place, enfin, de plus en plus souvent dans les contrats. Donc la limitation contractuelle d'indemnisation, c'est le montant maximal qui serait payé pour un sinistre. C'est le plafond global du contrat. Et enfin, un dernier élément qui intéressera peut-être nos interlocuteurs de ce soir, c'est ma cotisation est-elle juste? Est-ce qu'on considère que la prime reflète l'immeuble? Alors, il y a plusieurs éléments dont on se sert pour déterminer le montant des primes. Il y a le standing de l'immeuble, par exemple, soit si vous êtes dans un entre guillemets, beau quartier qui laisse à penser qu'il y a des agencements coûteux, donc qui seraient chers à remplacer en cas de sinistre, soit à l'inverse, si vous êtes en zone inondable, en zone sensible, ça peut aussi être un facteur de renchérissement. Il y a les occupations, on parlait des boîtes de nuit, les garages, ce genre de choses dont les assureurs ne sont pas très friands. Il y a évidemment la sinistralité qui joue beaucoup. Et puis, il y a les minimums de primes, c'est-à-dire qu'un immeuble, même tout petit, ne peut pas avoir une prime inférieure à, disons, 1 000 euros. C'est un peu compliqué parce que de toute manière, le moindre sinistre absorberait toute la prime disponible et que les assureurs ne veulent pas descendre en dessous. Donc voilà ce qu'on peut regarder quand on a le contrat entre les mains.
Donc ça, c'était pour le contrat multirisque immeuble. Les autres multirisques qui sont obligatoires, il y a évidemment pour les occupants celle du locataire. Si le locataire ne présente pas son attestation d'assurance, on sait que le propriétaire peut souscrire un contrat à sa place ou peut se saisir de ce motif pour résilier le bail. Donc voilà, obligation d'assurance pour le locataire. Et puis la loi Allure, comme je le disais en introduction, a prévu l'obligation d'assurance au minimum en responsabilité civile pour le propriétaire, qu'il soit occupant ou qu'il soit non occupant. C'était notamment une nouveauté pour le propriétaire non occupant et ça venait d'un souhait du législateur de rééquilibrer la prise en charge des sinistres qui étaient pris en charge largement par l'immeuble jusqu'à présent. Et donc, il y a la nouvelle convention IRSI qui est rentrée en vigueur en 2018 qui met un petit peu de charge sinistre sur les propriétaires non occupants. Voilà pour ces assurances multirisques obligatoires. Ça veut dire que, en l'occurrence, le locataire doit être assuré, ça, c'est une évidence, oui. Mais le propriétaire non occupant doit être assuré également. Absolument. Absolument. Donc, ça fait 2 assurances. Et est-ce que, du coup, il y a pas un petit peu de doublon dans cette histoire? C'est-à-dire que, bon, qui va couvrir quel risque? Alors, du coup, l'assurance du propriétaire ne va pas forcément couvrir les mêmes risques que l'assurance du locataire. Non, alors déjà, le locataire s'assure tout seul pour ses meubles, son contenu. Oui. Ça va forcément pas être l'assurance du propriétaire non occupant. Par ailleurs, le propriétaire non occupant peut avoir sa responsabilité mise en cause et ça peut pas être le contrat du locataire. Si vous avez le chauffe-eau qui tombe et qui tue quelqu'un, disons, ou qui le blesse, et ben c'est la responsabilité du propriétaire non occupant. Donc, vous voyez, il y a pour couvrir tout, il faut que chacun ait son contrat. Et puis, avec la nouvelle IRSI, le propriétaire non occupant est plus souvent à même, enfin, son assureur est plus souvent à même de prendre en charge les dommages immobiliers aussi. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de répartition qui se fait comme ça et qui fait que tous ces contrats sont nécessaires. Voilà. Très bien. Alors, je passe à la deuxième garantie obligatoire, contrat obligatoire, c'est l'assurance dommage ouvrage. Alors, il y a beaucoup de matière, donc je vais essayer de tenir à peu près mes délais. Donc, je vais vous la faire globalement et puis, bien sûr, je serai à disposition pour les questions s'il y a besoin. Donc, l'assurance dommage ouvrage, son objet, c'est de garantir pendant 10 ans les travaux de construction et de rénovation des bâtiments et leurs éléments d'équipement indissociables contre les désordres qui affectent la solidité du bâtiment ou qui le rend impropre à destination. Ça, c'est la définition de la dommage ouvrage. Il s'agit donc de gros travaux a priori et pas de travaux d'esthétique. La dommage ouvrage, elle a été rendue obligatoire par la loi Spinetta en 1978 et elle a été réformée en 2005. Il y a une double obligation qui a été instaurée, c'est que les entrepreneurs s'assurent en responsabilité décennale, ce qui n'était pas le cas avant, et que le maître d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui commande les travaux, s'assure en dommage ouvrage. Et ça, c'est un préfinancement, c'est-à-dire que l'idée de cette garantie, c'est de mettre à disposition du maître d'ouvrage les fonds pour qu'il puisse aller au bout de ses travaux, même s'il y a eu un conflit de responsabilité dont on ne sait pas encore le dénouement. Donc voilà, l'idée, c'était un délai de règlement des sinistres qui soit rapide. Donc là, on est à 105 jours. Comme pour la multirisque immeuble, quand c'est une assurance obligatoire, vous avez un bureau central de tarification que vous pouvez saisir si personne ne veut vous garantir. Et il faut savoir que c'est obligatoire pour le syndic de proposer et même de faire souscrire une assurance dommage ouvrage à ses copropriétaires quand il fait réaliser des travaux qui rentrent dans la garantie. Sinon, il risque d'engager sa responsabilité. Donc, la dommage ouvrage, le principe, c'est que pratiquement tout est dommage ouvrage. Il ne faut pas passer à côté. Voilà. Donc, voilà pour la dommage ouvrage. À côté de cette garantie obligatoire, on peut augmenter les garanties avec des garanties facultatives qui sont très souvent proposées dans les contrats. Pour les éléments d'équipement dissociable, on avait parlé des éléments indissociables qui font partie de droit de la garantie, c'est-à-dire ceux qu'on ne peut pas enlever sans abîmer le bâtiment. Et ben pour les dissociables aussi, c'est-à-dire quelque chose qu'on pourrait démonter, un ascenseur peut-être. La garantie des existants, c'est donc la deuxième garantie facultative, c'est les dommages qui pourraient être causés aux bâtiments déjà existants par l'adjonction des travaux. Et la troisième garantie facultative mais importante, c'est la garantie des dommages
immatériel qui serait consécutif à un sinistre décennal. Et ça, c'est si vous ne pouvez ni louer ni occuper le bâtiment dans lequel vous avez fait des travaux, ce qui évidemment bouleverse vos projets. Donc voilà, donc il peut y avoir une indemnisation prévue par l'assureur. Voilà. Donc maintenant que je vous ai fait le topo des garanties obligatoires, je vais passer la main à Stanislas qui va vous présenter des produits complémentaires. Voilà, donc si vous avez des questions, merci Rose, merci pour toutes ces explications, ces précisions, c'était clair et c'était, je dirais même plus, c'était limpide. Ah bah c'est gentil. Voilà. Donc bien sûr, cette présentation, on va la transmettre à nos participants, donc ils pourront à nouveau se replonger dans les textes et dans les détails, parce que c'est vrai que ça va toujours un petit peu vite. Et puis si vous avez des questions, eh ben c'est encore le moment, n'hésitez pas, et puis on reviendra dessus après. Mais on a Olivier qui vous répond là dans le chat. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est très présent et il guette la moindre de vos questions pour vous répondre. Et je l'en remercie parce que c'est la première fois qu'on a comme ça un chatter dans l'émission. Donc, je prends la suite de Rose qui vous a présenté les garanties obligatoires, donc la multirisque immeuble et la dommage ouvrage. Et pour ma part, je vais vous présenter les garanties complémentaires. Donc, il y en a 4 que je vais vous présenter. La première, c'est Assure Litige. C'est un contrat de protection juridique avec le recouvrement des charges impayées. Ensuite, je vais vous présenter Assure Trésor. C'est un contrat de protection juridique également, mais étendu, avec le paiement des charges impayées. Ensuite, un contrat de protection du conseil syndical qui s'appelle Assure CS. Et ensuite, un contrat un petit peu innovant qu'on a appelé Assure Global et que je pense peu d'entre vous connaissent. Donc, en fait, je vais aller du plus connu et du plus classique au moins connu et au plus innovant. Voilà, comme ça, je garde le meilleur pour la fin. On a eu quand même des questions sur la protection juridique. Donc, tout à l'heure, on a vu dans le sondage que certains ne savaient pas ce que c'était. Oui, et alors ce qui était intéressant dans le sondage de tout à l'heure, c'est qu'on a vu qu'une personne sur 2 avait déjà eu affaire à un contrat de protection juridique ou avait eu un impayé. Et on va voir qu'effectivement, j'ai les mêmes chiffres dans ma présentation. Donc, on va retomber un petit peu à peu près sur les mêmes proportions. Donc, on a un bon échantillon finalement. Exactement, tout à fait. Un échantillon qui est très, très représentatif. Et on a du coup des sources qui sont concordantes. Alors, pourquoi est-ce que la protection juridique, c'est important? C'est parce qu'on a une société qui est de plus en plus judiciarisée. Comme vous le savez, il y a de plus en plus de procédures, plus de 40 000 contentieux en copropriété chaque année. Et ce nombre a doublé en 20 ans. Et les procédures sont de plus en plus longues. Il faut environ 2 ans pour avoir une décision rendue en première instance, sachant qu'ensuite, il peut y avoir appel, cassation, renvoi, etc. Donc, c'est des procédures qui sont très longues. Et du coup, la protection juridique, elle va intervenir là-dedans avec 3 volets. Le premier, c'est l'information juridique. Le deuxième, c'est la prise en charge des frais de procédure. Et le troisième volet, ce sera le recouvrement des charges impayées. Donc, l'information juridique, ça permet évidemment de se tenir au courant et puis de connaître la meilleure manière de traiter un litige en copropriété, donc avec des juristes qui font que ça toute la journée. La partie prise en charge des honoraires, c'est à la fois les honoraires d'avocats, mais ça peut être aussi les honoraires d'huissiers ou d'experts, d'experts judiciaires, par exemple, qui peuvent intervenir et qui peuvent être très élevés. Ça se chiffre à plusieurs milliers d'euros. Tout ça pour un coût quand même relativement modeste, parce que pour donner un ordre de grandeur du prix de protection juridique, c'est à peu près 12 € par an et par copropriétaire, par lot. Donc, on est sur une petite copropriété moyenne autour de 200 ou 300 €. Donc, c'est un coût très, très modique pour plusieurs milliers d'euros en cas de sinistre. Et donc, ça permet d'éviter un peu le risque de procès et la grosse dépense, le budget procédure qui explose une année ou plusieurs années. Et puis, ça permet aussi d'améliorer les résultats et les délais des procédures, puisqu'une mise en demeure de la protection juridique, ça a beaucoup plus d'impact que la mise en demeure du syndic ou du représentant de la copropriété.
celui qui la reçoit sait que derrière, il y a un contrat de protection juridique avec la prise en charge des honoraires et que par conséquent, celui qui l'envoie sait qu'il est dans son bon droit et il n'hésitera pas à partir en procédure par la suite. Donc, grâce à la protection juridique, même à l'amiable, on arrive à avoir plus de 50% de litiges qui se résolvent à l'amiable et une durée moyenne de résolution des conflits d'1 an. Alors, j'ai mis ici quelques exemples de litiges sur lesquels la protection juridique peut intervenir. En fait, c'est assez simple, ça peut intervenir sur tout type de litige à partir du moment où ce n'est pas couvert par un autre contrat d'assurance, notamment immeuble ou dommage-ouvrage. Donc, même quand un assureur immeuble donne un refus de garantie, suite par exemple à un dégât des eaux ou autre, la protection juridique va pouvoir intervenir pour prendre la suite et se retourner contre le responsable. Alors, si on les regarde rapidement, non-respect du règlement de copropriété, petite coquille, c'est par exemple une annexion des parties communes, ou ça peut être des problèmes d'odeur, je vois le trouble de voisinage, des problèmes d'odeur, des problèmes de bruit d'un restaurant, d'une terrasse qui n'aurait pas le droit de s'installer. Contestation d'assemblée générale, on sera plus sur la prise en charge des honoraires d'avocat, sachant que l'avocat est évidemment au choix de la copropriété et c'est pas la protection juridique qui impose son avocat. Litige avec un employé d'immeuble, on parle de procédure prud'homale ici, donc souvent avec un gardien d'immeuble. Travaux, parties communes, on en a parlé. Litige avec les fournisseurs, donc assurance, banque. Donc, par exemple, effectivement, quand on a un refus de garantie d'une assurance, alors ça peut être une assurance immeuble, mais plus fréquent, c'est en dommage-ouvrage, où la dommage-ouvrage prend compte un nombre assez restreint de sinistres, puisqu'il faut, Rose en a parlé, donc des conditions assez restrictives, notamment atteinte à la solidité de l'ouvrage, bien d'équipement ou propriété à destination. Et donc, du coup, dès qu'il y a un refus, et ben là, l'assurance protection juridique va pouvoir prendre la suite et puis se retourner contre l'entreprise qui a mal fait son boulot, qui a mal réalisé les travaux et permettre de se retourner contre elle ou contre son assureur. Étancheur, donc par exemple, ça peut être aussi le cas d'une entreprise qui fait des travaux dans la copropriété, pas forcément soumis à dommage ouvrage, et puis qui, par exemple, le syndicat commande des travaux, il fait son chèque, et puis il attend que les travaux soient livrés. Et en fait, le chantier est jamais terminé, donc la protection juridique va permettre d'intervenir pour mettre en demeure l'entreprise et puis suivre le dossier jusqu'à l'aboutissement des travaux. Donc, et enfin, Stanislas, oui, c'est le syndic de copropriété qui fait intervenir la prévoyance, c'est ça, la protection juridique, oui, tout à fait. C'est souscrit par le syndicat, bien sûr, par le biais de son représentant, donc souvent le syndic de copropriété. Et le recouvrement des charges impayées, c'est donc le dernier volet qui va être à la fois la mise en demeure toujours à l'amiable, qui a elle aussi plus de chances d'aboutir, et puis la partie recouvrement de charges, qui est une partie importante pour les assureurs de protection juridique spécialisés en copropriété, qui savent bien faire et qui vont se retourner rapidement et d'ailleurs avec le syndic pour savoir avoir toutes les informations et pouvoir recouvrer les charges impayées du copropriétaire débiteur dans les meilleurs délais. Je vais ensuite passer sur le deuxième produit, Assure Trésor. Alors, Assure Trésor, c'est la même chose que le premier, c'est aussi un contrat de protection juridique, mais qui va plus loin. On n'a pas uniquement le recouvrement des charges impayées qui est garanti, mais on a également le paiement des charges impayées, en fait. Donc, c'est une avance de trésorerie pour la copropriété. Alors, on retrouve ici une copropriété sur 2 a des problèmes de charges impayées, ce qui était dans le sondage de tout à l'heure. Voilà, c'était les chiffres qui reviennent. On retrouve aussi des délais en cas d'impayé qui sont très longs, plus de 24 mois pour arriver à l'issue de la procédure. Donc pendant ce temps-là, la copropriété le copropriétaire est débiteur et du coup ça fait un trou de trésorerie pour la copropriété. Et donc Assure Trésor, en assurant le paiement des charges impayées trimestre après trimestre, va permettre de rétablir la trésorerie de la copropriété. Alors,
ce produit est un petit peu moins connu avec le paiement des charges impayées. Il existait précédemment, mais il était un petit peu difficile à souscrire et tout n'était pas garanti. Donc nous, on a fait un produit extrêmement simple où presque toutes les copropriétés sont garanties. Alors quand je dis presque toutes, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des copropriétés d'habitation avec moins de 50% de lots commerciaux, des copropriétés de 4 lots et plus, donc pas les toutes petites copropriétés de moins de 4 lots, et des copropriétés qui ne sont pas en administration judiciaire. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde et pas d'hôtel non plus, pas de résidence hôtelière. Les charges qui sont garanties, toutes les charges sont garanties. Alors, il y a un plafond de garantie. Le plafond de garantie, c'est 50% du budget annuel de la copropriété. Donc, c'est un budget qui est quand même confortable. Pour les petites copropriétés, on prévoit même le doublement de ce budget. Donc, les petites copropriétés, c'est celles qui ont un budget annuel de fonctionnement inférieur à 30 000 euros. Donc, si on prend l'exemple d'une copropriété qui a un budget annuel de 20 000 euros, au lieu de la garantir à 50%, c'est-à-dire d'avoir un plafond de garantie à 10 000 euros, on aura un plafond de garantie à 20 000 euros pour cette petite copropriété. Comment les sinistres sont indemnisés, ça aussi, c'est une question importante. Et donc, le but, c'est de rétablir tout de suite la trésorerie de la copropriété. Donc, en fait, on indemnise le sinistre tout de suite dans les 8 jours qui suivent la réception du dossier complet, à partir du moment où on a 2 trimestres d'impayés, ce qui caractérise le sinistre. Donc, dès que 2 trimestres d'impayés sont constatés, dès qu'on reçoit le dossier complet, on indemnise sous 8 jours et ensuite à chaque trimestre. Voilà, ensuite, un petit récapitulatif des avantages pour la copropriété pour le syndic. Donc, ça permet d'avoir une meilleure gestion, évidemment, des impayés. Ensuite, Assure CS, donc un plan de protection du conseil syndical. Rose a dit tout à l'heure et j'ai vu d'ailleurs que c'est passé dans les questions, que les membres du conseil syndical sont assurés pour leur responsabilité civile dans le cadre du contrat multirisque immeuble. En tout cas, c'est prévu dans notre intercalaire. Donc là, on arrive en complément. C'est pas pour la responsabilité civile, mais c'est pour les dommages corporels en fait que pourrait se causer le conseil syndical dans l'exercice de ses fonctions. Donc c'est en fait une individuelle accident avec un capital garanti de 100 000 euros en cas de décès et aussi en cas d'invalidité permanente, totale ou partielle. Et ça pour une somme assez modique quand même. On est à moins de 100 euros par an, quelle que soit la taille de la copropriété et le nombre de membres du conseil syndical. Donc, ils sont automatiquement garantis. On a également une garantie défense pénale à hauteur de 10 000 euros qui va permettre de défendre les membres du conseil syndical si jamais ils sont accusés dans l'exercice de leurs fonctions, par exemple d'avoir détourné des fonds, ou d'avoir fait des malversations, ou d'avoir mal géré telle ou telle chose. On pourra les défendre jusqu'à hauteur de 10 000 euros. J'ai mis exclusion au singulier puisqu'il n'y en a qu'une seule. Ce seraient les membres du conseil syndical qui auraient plus de 85 ans. Donc, on est quand même très large et c'est la seule exclusion qui est prévue au contrat. Quelques exemples de cas vécus. Alors, on en a eu plusieurs dans nos différentes entités. Rose me parlait d'un copropriétaire, je crois, qui s'est fait écraser les doigts en soulevant une jardinière. Dans le sud, on a eu un copropriétaire qui changeait une ampoule, donc qui était sur son escabeau. Je crois que l'ampoule lui a éclaté à la figure, il est tombé de l'escabeau et donc il s'est blessé. Et puis, on avait eu un autre cas d'un copropriétaire qui se rendait chez son syndic pour vérifier les comptes et qui a été renversé par une voiture qui a pris la fuite. Et donc ça permettait de l'indemniser pour l'invalidité. Et sans plus attendre, je vais passer. Oui. Ça, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions par rapport à ça, sur la couverture des membres du conseil syndical. C'est-à-dire que je pense qu'il y a certains copropriétaires qui hésitent peut-être à se présenter en se disant que ils prennent un risque. Alors, peut-être dans leur mission, s'ils se trompent, s'ils prennent des mauvaises décisions, si après on leur reproche peut-être de ne pas avoir bien fait de pas avoir bien joué leur rôle de président du conseil syndical. Et c'est vrai que ça, c'est souvent la question. On demande est-ce qu'ils sont nommément désignés dans l'assurance ? Est-ce que c'est
une assurance du conseil syndical, mais de chaque membre individuellement. Ils ont vraiment, voilà, ils veulent vraiment savoir si eux-mêmes sont couverts, quoi. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je pense que c'est tout à fait légitime de souscrire ce type de contrat qui coûte pas très cher à la copropriété et qui incite les copropriétaires et surtout les membres du conseil syndical, du coup, à s'impliquer dans la vie de la copropriété, à pas hésiter à suivre des travaux, à monter sur un échafaudage pour aller regarder comment se passent les travaux, sans pour autant aller faire escalader une toiture. Pas d'acrobatie forcément, oui. Voilà, pas d'acrobatie forcément. Mais donc effectivement, je pense que c'est inciter les gens à se présenter et à bien suivre leur copropriété et à bien s'impliquer pour des petites tâches quotidiennes. Et je vais terminer donc avec Assure Global. Donc Assure Global, alors il est dans les assurances complémentaires. En fait, Rose a parlé tout à l'heure des assurances obligatoires. Donc on a l'assurance obligatoire pour les propriétaires et donc pour le syndicat de copropriétaires, mais également pour chacun des propriétaires, qu'ils soient occupants ou non, qui est donc maintenant une obligation légale. Et puis, c'est aussi une obligation pour le locataire. Donc là, c'est une obligation qui découle du droit du bail. Donc, en fait, chacun de ces intervenants doit s'assurer. Et le but ici, c'était de proposer un seul contrat pour tout le monde, puisque de toute façon, tout le monde doit s'assurer. La réflexion, c'était ça, c'était de dire, tout le monde doit s'assurer, on propose un contrat pour tout le monde. C'est un contrat qui se souscrit en assemblée générale et comment par un simple vote à la majorité simple de l'article 24 de la loi de 65. Alors, qu'est-ce qui comporte ce contrat? Contrat 3 en 1, donc on a la multirisque immeuble avec toutes les extensions de garantie dont a parlé Rose tout à l'heure. Donc, c'est un contrat immeuble très complet avec le refoulement d'égout, avec les infiltrations façade, toiture, pignon, avec une garantie effondrement, une garantie tout risque sauf, des garanties très complètes et également une garantie pour les propriétaires non occupants et puis une garantie pour les occupants multirisque habitation classique. Là aussi, avec des garanties très complètes, on est sur le produit haut de gamme de l'assureur qui est ici la SADA, avec qui on a fait un partenariat et avec qui on a un accord d'exclusivité pour le moment, puisqu'on est les seuls à proposer ce type de contrat. Donc, on vient juste de lancer sa commercialisation. Et du coup, on couvre extrêmement bien aussi chacun des occupants avec des garanties très complètes, également la valeur à neuf, avec le bris de glace étendu, avec des garanties qui sont très complètes. On a un capital de 70 000 € par appartement. Dans la pratique, ce que ça va permettre, c'est le but, c'est que tout le monde soit gagnant. Et en fait, en réduisant le nombre d'intervenants, je pense que tout le monde est gagnant. D'une part, on n'a qu'un seul interlocuteur, donc que ce soit pour les propriétaires, pour le syndicat, donc pour l'immeuble ou pour un locataire. C'est le même interlocuteur qui va intervenir dans la gestion des sinistres et du coup, ça va permettre de les résoudre beaucoup plus rapidement. C'est le but des petites illustrations qu'on voit sur la droite, où on voit qu'effectivement, sur Assure Global, il y a beaucoup d'intervenants. Donc là, il y en a près d'une dizaine. Et avec Assure Global, en fait, on en a très peu puisqu'on n'a qu'un seul assureur et puis qu'un seul courtier. Donc on est sur une résolution ici c'est une fuite, donc une fuite qui mettrait plus de 2 mois à se résoudre, à être réparée. Ici va pouvoir être réparé en moins d'1 mois parce que les assureurs vont pas se renvoyer la balle, vont pas chercher à savoir qui doit envoyer le plombier. Est-ce que c'est l'assureur de l'occupant, est-ce que c'est l'assureur de l'immeuble, qui va faire la recherche, qui va faire la réparation. C'est le même intervenant qui intervient pour tout. Donc le but c'est de simplifier à la fois la gestion du contrat. On sait que tout le monde est assuré au sein de la copropriété, que ce soit l'immeuble ou chacun des occupants, au fur et à mesure même quand il y a un changement, un nouvel occupant est automatiquement assuré. Et puis ça permet également d'avoir une résolution des sinistres beaucoup plus rapide. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur les conventions entre assureurs, donc CIDR et IRSI, parce qu'effectivement, c'est un sujet récurrent. Dès qu'on est confronté à un sinistre, on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Et en fait, avec cette assurance, avec Assure Global, on résout toute cette problématique. Voilà.
J'ai remis ici un petit. On a des personnes qui sont déjà intéressées par l'Assure Global. Hein, et Très bien. Ils nous disent combien ça coûte. Donc déjà, tout de suite, ils sont prêts à Oui, signer, combien ça coûte? Alors, oui, pour revenir sur les prix, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé de la protection juridique. J'ai dit qu'on était à peu près à 12 € par an et par copropriétaire. Pour Assure Trésor, on est à peu près au double, donc 24 €, 25 € par an et par lot. Donc, c'est des contrats qui sont très peu chers. Et puis ici, c'est pas non plus le but, c'est que tout le monde y gagne à la fois en termes de garantie, mais aussi en termes de prix. Donc, on est sur à peu près le double du prix d'un immeuble. Il faut tarifer au cas par cas, parce qu'en fait, l'assureur se base sur la sinistralité de l'immeuble. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir évidemment les immeubles qui sont bien tenus. Et donc, on tarifie en fonction de la sinistralité connue de l'immeuble. Et ensuite, on fait un tarif pour l'immeuble et un tarif par lot. Donc, il faut regarder ça pour chaque immeuble. Le but, c'est évidemment que ça revienne moins cher dans l'ensemble pour chacun des intervenants, donc pour l'immeuble, pour les copropriétaires et puis pour les locataires. Très bien. Et voilà, j'ai terminé cette intervention. Eh ben, on peut enlever le partage d'écran. Très bien. Stanislas. Et puis, donc, on a eu pas mal de questions tout le long, mais Olivier a déjà répondu à de nombreuses questions. Je crois qu'il y en a plus de 16 qui ont été résolues, donc il n'a pas chômé ce soir. Et parfois des questions qui n'étaient pas si simples que ça. Ouais. On a passé quelques-unes, hein, n'est-ce pas? J'ai vu ça, et bravo. Bravo. Alors là, c'est vraiment, oui, là, je pense que c'est un exploit ce soir. Alors après, il y a encore des petites questions, notamment, alors vous les voyez aussi, je pense, hein, Rose et Stanislas. Les questions. Oui, quelles sont les extensions incluses? Quel est le niveau des franchises? C'est vrai que j'en ai pas parlé. Dans Assure Global, il n'y a pas de franchise. Voilà. Ensuite, ni pour la partie immeuble, ni pour la partie habitation, pour les occupants. Alors, on a Véronique qui nous dit RC ne peut pas être mis en jeu dans la Assure Global puisqu'il n'y a qu'un assureur. Point d'interrogation. Exactement, c'est le but justement. Donc, la convention RC, elle s'applique à partir du moment où on a deux parties qui sont chacune avec un assureur adhérent à la convention, adhérent à la FFA du coup, et puis à la convention. Mais du coup, effectivement, ici, on aura qu'un seul et même assureur. D'accord. Alors parfois, il y a le syndic qui prend une assurance pour l'immeuble. Là, par exemple, on avait Daniel qui nous avait posé une question. Il nous a dit notre syndic a pris une assurance protection non occupant pour l'immeuble. Par ailleurs, il a pris aussi une assurance dommage ouvrage. Est-ce qu'on peut choisir sa propre assurance ? Alors, il a souscrit une dommage ouvrage, c'est plutôt de la bonne gestion de la part du syndic de souscrire une dommage ouvrage parce que c'est une garantie obligatoire. Donc, quand il y a des travaux qui rentrent dans la dommage ouvrage. C'est ça. Alors, est-ce que bon, il a choisi l'assurance. Voilà, peut-être qu'il travaille déjà avec un assureur. Et si on va avoir des extensions, on va être un peu plus couvert que ce que le syndic a proposé, est-ce que c'est possible? C'est ça la question en gros. Normalement, le syndic consulte quand même régulièrement le conseil syndical. Donc, ils peuvent voir ensemble s'il y a un sujet particulier. Après, ça relève aussi du pouvoir de gestion du syndic de souscrire pour le compte de la copropriété. Donc, il faut accepter que le syndic soit suffisamment au courant et pu consulter différents assureurs pour savoir lui aussi quelle est l'assurance qui conviendra le mieux à la copropriété qu'il a en gestion. Oui, alors il y a forcément un dialogue. Bon, d'abord, la souscription du contrat, elle peut aussi passer en AG. Et puis il doit y avoir un dialogue avec le CS. S'ils ont des volontés particulières, normalement, le syndic doit appliquer quand même ce qu'ils veulent. Après, le professionnel, c'est le syndic. Et quand il est épaulé par un courtier, normalement, il y a un appel d'offres qui est présenté et il y a des documents qui sont présentés au conseil syndical pour qu'ils sachent exactement les garanties qui sont souscrites et qui choisissent en fonction de ce qui leur convient. Donc, cette personne, à mon avis, ne fait pas partie du conseil syndical. Ah, alors là, c'est plus compliqué parce que… C'est pas dit aussi clairement que ça, mais j'imagine que si elle avait fait partie du conseil syndical, peut-être qu'elle aurait été dans les échanges et dans la discussion
Et elle aurait peut-être vu différents contrats, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, elle se pose la question, elle se dit, mais comment ça se fait que… voilà, oui. Mais… Alors, malheureusement, chaque copropriétaire ne peut pas remettre en question ce qui a été décidé en concertation avec le conseil syndical oui. ou à l'AG, si ça a été voté. Il n'y a pas si vous voulez, c'est difficile si chacun a des avis divergents. Donc, c'est forcément les représentants qui engagent. D'accord. Alors, il y en a qui ont des questions aussi par rapport à la couverture de la garantie. Alors, il y en a qui, on a dit garantie décennale pour certains. Ça s'appelle aussi garantie décennale. Alors, ils disent que certaines sociétés ne mentionnent pas très clairement cette garantie dans leur contrat, apparemment. Alors, pour les gros travaux. Ouais. Il y a deux choses. Quand on fait les travaux, l'entrepreneur, il doit avoir une garantie décennale. Effectivement, c'est ce qui assure sa responsabilité en tant qu'intervenant. En revanche, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire celui qui commande les travaux et qui les fait réaliser, le propriétaire, lui doit souscrire une garantie dommage-ouvrage. Et au moment de la souscription, si vous voulez, au moment du contrat, évidemment, tous les entrepreneurs qui interviennent doivent donner des attestations d'assurance décennale. Si c'est des travaux en copropriété et que c'est le syndic qui gère, il doit demander les attestations d'assurance. Ça, c'est certain. Alors, effectivement, parfois, certains entrepreneurs n'en ont pas pour l'activité, par exemple, d'étanchéité, mais pour une autre activité. Ça, c'est un vrai problème et il faut les exiger. C'est vrai que là-dessus, dans notre rôle de courtier, nous, on vérifie les attestations avant la souscription de la dommage ouvrage et on vérifie que chaque entreprise est bien assurée pour le lot qu'elle a prévu. Si par exemple on a un ravalement qui est prévu, s'il y a un lot étanchéité dedans, on va vérifier que l'entreprise est bien garantie pour la partie étanchéité. Si on passe pas par un courtier spécialisé, on peut très bien classer l'attestation dans le dossier, puis le jour où il y a un sinistre, on regarde de plus près et on dit ah non attention, votre entreprise en fait était pas garantie correctement en RC décennal et donc finalement le contrat ne s'applique pas. Donc ça nous on le vérifie en amont et comme ça on préviendra le syndic, en l'occurrence, si jamais l'entreprise n'était pas couverte pour le lot qui était prévu. Sachant que normalement, si on travaille avec des entreprises sérieuses, j'imagine qu'elles sont censées proposer des travaux que sur les lots qu'elles ont déclarés à leur assureur et donc sur des chantiers qu'elles sont capables d'effectuer. Oui, alors là, il y a toujours des questions sur les immeubles qui ont beaucoup de sinistres et qui se demandent comment ils peuvent faire pour éviter que leur prime grimpe et augmente sans cesse. Alors, il y a une possibilité. Est-ce qu'en changeant d'assureur, on peut éviter d'avoir une augmentation? Non. C'est pas ça la solution. On peut, si vous voulez, la sinistralité, de toute manière, pour faire une étude, on est obligé de déclarer la sinistralité sur les 3 dernières années, quel que soit l'assureur consulté, quelle que soit la compagnie. Donc, on ne peut pas tricher. Changer d'assureur, si vous voulez, si on a une situation objectivement très mauvaise sur les sinistres, il y a une période de purgatoire de à peu près 3 ans et c'est difficile de faire autrement. Après, nous, on peut proposer l'insertion d'une franchise, éventuellement. Par exemple, quand il y a de la récurrence en dégâts des eaux. Mais il faut savoir que la convention IRSI, la nouvelle convention d'indemnisation des dégâts des eaux et des petits incendies, a prévu que les franchises seraient inopposables, sauf quand on se cause des dommages à soi-même. Donc, ça réduit la portée, si vous voulez, de la franchise et donc, ça réduit la baisse de prime que peut engendrer l'insertion d'une franchise. Donc, malheureusement, quand on a une mauvaise sinistralité, c'est pas… en fait, la meilleure solution, si vous voulez, et un des facteurs qui peut nous aider à renégocier le contrat, c'est qu'on nous montre les travaux qui ont été effectués. Nous, on demande souvent à nos clients, si vous refaites la toiture, si vous refaites les canalisations, n'hésitez pas à nous le dire, transmettez-nous les factures et comme ça, on pourra intervenir auprès de l'assureur en place ou lancer un appel d'offres en disant, regardez, ils ont eu une mauvaise période, mais là, on y est presque. Et surtout, je sais qu'il n'y aura pas de récidive parce qu'ils ont fait les travaux. Donc, voilà. Donc, on a la possibilité de s'en sortir aussi, quoi. C'est ça. C'est un peu d'espoir pour ceux qui sont dans le gouffre, là, qui se disent, mais comment s'en sortir? On n'y arrive pas, quoi. Ouais. Et puis, vous savez, je comprends le désarroi de certains copropriétaires, mais la convention IRSI fait en sorte que ce soit des assureurs d'occupants
privative, donc, qui prennent en charge le sinistre beaucoup plus souvent qu'avant. Avant, c'était vraiment pratiquement tout l'immeuble, tout pour l'immeuble et donc pour l'assurance de la copropriété. Et maintenant, il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire, qui est assez modeste pour le moment, mais on attend de voir les implications finales. Donc, ils sont déjà normalement un petit peu moins embêtés par la sinistralité qui est causée par leurs voisins. D'accord. Quand c'est des dommages qui sont causés par les parties communes, là, il n'y a vraiment pas d'autre solution que l'entretien, forcément. Ça ne peut pas en être autrement. Alors, parfois, il y a des soucis sur les recherches de causalité du problème. Alors, il y en a, par exemple, qui me parlent de fissures qui sont apparues dans des appartements. Et là, c'est difficile de savoir qui est responsable. Et on me dit les assurances refusent de prendre en charge les frais de recherche de causalité. Ah, c'est du vécu, ça. Hein. Bon, moi, je ne sais pas. Hein. Je pose la question telle que… Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler de choses comme ça? Oui, alors en fait, le rôle de l'assureur, c'est de prendre en charge les conséquences d'un sinistre. Et donc, effectivement, c'est pas à lui de définir la cause et de la réparer. Donc effectivement, il faut faire des recherches pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a ces fissures et puis les réparer, parce qu'effectivement, il peut y avoir un risque important ou elles peuvent être uniquement esthétiques. Mais il faut déjà définir pourquoi est-ce qu'il y a ces fissures. Et ça, effectivement, c'est pas le rôle de l'assureur. Alors, on peut penser qu'effectivement, on prend tout en charge, mais non, nous, c'est uniquement les conséquences d'un sinistre et pas sa réparation. Parce que j'ai souvent entendu parler de cette question de les frais de recherche, que ça soit de fuite, de fissure ou autre, ils ne comprennent pas pourquoi ce n'est pas pris en charge par l'assurance. Ils se disent, oui, c'est normal, il y a un dégât, bon voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est souvent une question qui revient. J'ai souvent entendu. La recherche de fuite, c'est un peu différent. Autant la recherche de qui a causé les fissures et est-ce que ça rentre dans un événement garanti par le contrat, ça, on ne pourra pas intervenir. En revanche, la recherche de fuite, elle est souvent prise en charge par les assureurs. Parce que, en fait, on considère, c'était pour favoriser l'entretien de l'immeuble que l'assureur a souhaité, les assureurs ont souhaité, dans certaines conditions, prendre les recherches de fuite. Ce qui n'est jamais pris, c'est la réparation. La réparation, là, c'est purement de l'entretien. Et là, il n'y aurait pas d'aléa. Et dans ces cas-là, il faudrait un contrat global, entretien. Un contrat d'entretien, oui. Si la toiture est fuyarde, on ne va pas réparer le toit, mais par contre, on va prendre en charge la peinture de l'appartement qui est sous les combles. Voilà. Mais une fois que la toiture sera réparée, que la fuite sera identifiée, que la toiture sera réparée, et ça, effectivement, ce sera des dépenses qui seront prises en charge par la copropriété. D'accord. Alors, j'essaie de suivre là parce que ça s'est un petit peu accéléré. Olivier est toujours sur le front là. Des fois, j'ai même pas le temps de lire la question. Il a déjà répondu. Aïe, 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 c'est terrible. Donc, c'est vrai qu'on avait eu pas mal de questions, mais je crois qu'on a répondu aussi à beaucoup de choses dans la présentation, parce qu'elle était complète. On avait quelqu'un qui nous demandait comment on sait qu'on paye le juste prix pour l'assurance de son immeuble. Et c'est vrai on a évoqué un petit peu ça avec Rose. Hein, c'est vrai, hein, donc souvent on veut comparer et on se dit mais pourquoi on paye beaucoup plus cher qu'un autre immeuble qui est comparable au nôtre, même date de construction juste à côté dans la rue, à la même adresse, etc. Et on se dit mais est-ce qu'on a mal négocié ou qu'est-ce qui se passe? Alors, peut-être qu'on a mal négocié, ça, je ne sais pas, mais c'est quand même très multifactoriel la manière dont sont déterminées les primes. Du coup, c'est toujours difficile de comparer, sauf si vous dites exactement dans le même quartier, en face, même année de construction, pas de sinistre ni d'un côté ni de l'autre, c'est qu'effectivement, il y a un problème. Mais sinon, il y a quand même beaucoup de facteurs. Ce que je disais tout à l'heure, il y avait aussi la zone inondable, par exemple, donc là où c'est placé, il n'y a pas que si vous voulez, le prix au mètre carré. On ne peut pas appliquer une grille tarifaire. Par exemple, dans Paris intramuros, les prix sont un peu plus élevés en banlieue et en province aussi. En fait, on constate que les sinistres coûtent plus cher aussi dans certains endroits, ce qui est également un facteur. La construction de l'immeuble,
fait qu'il y a beaucoup de sinistres ou pas beaucoup de sinistres. L'haussmannien, par exemple, on sait que ça génère pas mal de sinistres. Par exemple, par rapport à un immeuble neuf. Donc, il y a beaucoup de facteurs et malheureusement, c'est pas une grille tarifaire comme pour une assurance auto. Donc, on peut pas. On est obligé de faire une vraie étude, si vous voulez. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'automatisme et d'où peut-être l'incompréhension de certains copropriétaires. En fait, chaque assureur a ses propres critères Mm. et c'est vrai qu'ils varient d'un assureur à l'autre. C'est pour ça que c'est intéressant pour un immeuble donné d'interroger plusieurs assureurs parce qu'en fonction des caractéristiques de l'immeuble, il y en a qui seront plus ou moins compétitifs. Mm. Maintenant, les critères principaux, on retrouvera quand même les mêmes. C'est la surface de l'immeuble, la sinistralité. Donc, comme en automobile, effectivement, le parallèle est parlant. On a le relevé d'informations sur les 3 dernières années. Donc, les assureurs regarderont la sinistralité, à la fois la fréquence et puis la charge totale des sinistres. Et puis, on retrouvera évidemment l'âge du bâtiment, son état d'entretien, la nature de l'occupation commerciale, voilà, différents autres facteurs qui vont venir impacter ça, avec, comme disait Rose, un minimum de prime qui est de l'ordre de 1 000 € par an. Ça dépend des assureurs, mais donc on commence à ce tarif-là. On est sur un taux moyen au mètre carré d'à peu près 1,80 € en Île-de-France, mais qui est vraiment à géométrie variable. On peut être en dessous d'1 € du mètre carré sur un bâtiment neuf et important. Et puis, on peut être à 5 ou 10 € du mètre carré sur un bâtiment qui a beaucoup de sinistres ou qui est un petit Monument immeuble. historique Monument historique ou petit immeuble avec beaucoup de sinistres. D'accord. J'avais une question aussi là, parce que bon, c'est un petit peu ça aussi. Des fois, il faut un peu interpréter les questions. Si on a investi dans des équipements, par exemple de sécurité, avec de la vidéo, des portails électroniques, des barrières, des digicodes, etc., et qu'il y a quand même du vandalisme et qu'il y a quand même des vols, etc., est-ce qu'à ce moment-là, on peut se dire que bon, on a tout fait, on a tout fait pour que ça n'arrive pas, et il faut quand même être assuré malgré tout. Est-ce qu'on peut payer un peu moins cher si on a mis tous ces équipements en place? On peut le faire valoir auprès des assureurs, ça c'est sûr. Nous si on explique qu'il y a un système de vidéosurveillance, un portable, un gardien, c'est sûr que si on explique ça à côté du fait qu'il y ait une fréquence en vandalisme, c'est sûr que ce sera déjà mieux, mais bon, s'il y a une fréquence, il risque d'y avoir une franchise et ça peut être aussi dû à la zone dans laquelle on est. Par exemple, tous les immeubles qui étaient à côté des champs au moment des Oui, Gilets c'est jaunes, vrai. je pense qu'il y a eu un surtaux de sinistralité en vandalisme peut-être. Et ça, bon, c'est un facteur qui est dû à la localisation, mais ça vaut toujours le coup d'entretenir, de prendre des moyens de protection. Et nous, on sait le faire valoir auprès des assureurs. D'accord. Oui, c'est important parce que bon, souvent, on se dit, bon, on va être protégé, on fait tout pour ça, on investit, voilà, on met en place certains travaux, des aménagements, et bon, on aimerait bien pouvoir en bénéficier aussi, mais bon, Oui, bien sûr. c'est un peu ça l'idée. Bon, voilà. Après, bon, il y a toujours des questions. Par exemple, là, on a Claudine qui nous dit qui doit prendre en charge les dégâts sur des boîtes aux lettres. Bon, apparemment, c'est du vandalisme. Bon, ça peut être récurrent. Donc normalement, c'est aussi pris en charge par les assurances, le vandalisme. J'y vais ou alors la boîte aux lettres, c'est un problème fréquent parce que en fait, si toutes les boîtes aux lettres sont vandalisées, on considère que ça relève de l'assurance immeuble. Si c'est une seule boîte aux lettres, on considère que c'est une dépendance de l'appartement et dans ces cas-là, c'est l'assurance habitation. Ah, ça, il y a une petite nuance. Alors, attention, hein. Donc il vaut mieux quoi alors? Il vaut mieux que tout soit vandalisé, c'est ça? Non, je ne dirais pas ça. Il vaut mieux que l'assurance habitation intervienne promptement. Très bien. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri, hein. Alors bon, il y a quelqu'un qui nous dit, mais je comprends pas. Donc c'est Philippe, il nous dit, l'assurance copropriété couvre des parties privatives alors que le syndic ne gère que les parties communes. Bon, alors pourquoi on assure aussi les parties privatives? Ça, on se demande. La question, c'est bon, est-ce que ça ne fait pas partie d'un ensemble quand même? Et qu'est-ce qui peut bien se passer dans les parties privatives qui pourrait porter préjudice à l'ensemble de l'immeuble?
Non, je ne sais pas. Donc, je ne comprends pas trop la question, mais je vous la pose. Alors, je pense qu'il parle de l'immobilier privatif, peut-être. Nous, on prend, nous, assurance de l'immeuble, contrat multirisque immeuble, on ne prendra pas en charge, par exemple, les dommages au mobilier ou ce genre de choses, de toute manière. Mais c'est vrai que dans l'ancienne convention CIDRE, qui est maintenant IRSI, mais on prenait beaucoup les immobiliers privatifs, et c'est sans doute à ça qui se réfère. Par ailleurs, il y a quand même si la copropriété est divisée en appartements, il y a quand même des éléments de structure qui sont considérés comme communs. Les planchers hauts, planchers bas, etc. Ça a beau être derrière la porte d'entrée, ça appartient quand même à l'immeuble. Oui, mais ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Voilà, ça me paraît un petit peu évident. Mais bon, voilà, on peut toujours se poser la question. Bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour, hein, de. C'est toujours la difficulté, vu qu'effectivement, il y a un cumul d'assurances. En fait, il y a l'assurance de l'immeuble pour un même local, pour un même appartement. On va avoir l'assurance de l'immeuble, l'assurance peut-être du propriétaire non occupant si c'est le cas, et puis l'assurance du locataire. Donc, c'est vrai qu'on a trois intervenants, trois contrats qui viennent se superposer les uns aux autres. Et la difficulté, effectivement, c'est de savoir qui va intervenir et pourquoi et jusqu'à quel montant. Et donc, c'est pour ça que ces conventions ont été mises en place pour essayer de le définir plus facilement que uniquement dans le cadre du droit commun avec une recherche de responsabilité. Et malgré tout, ça reste une solution qui est jamais parfaite, puisqu'effectivement, si on s'écarte du droit commun, ça peut générer des incompréhensions forcément de la part des uns ou des autres. Et donc, la seule solution que je vois, c'est Assure Global, qui permet de garantir les trois occupants auprès du même assureur. Alors, je vous propose peut-être que Olivier ou Rose ou Stanislas, je ne sais pas, de mettre peut-être les liens vers les pages d'Assure Global ou des différentes propositions que vous nous avez faites ce soir pour que voilà, on puisse avoir directement l'accès et aller voir de quoi il s'agit, de quoi il en retourne dans votre site. Après, bon, il y a des questions qui sont un petit peu juridiques. Et c'est vrai que ce soir, Frédéric, notre avocat partenaire, n'est pas là. Et pour ceux qui font partie de notre club, MI Pro, vous savez que vous pouvez toujours poser des questions d'ordre juridique dans le cadre de cette permanence qu'on met à votre disposition. Donc, je vois Louis qui a des soucis d'effondrement de voûte dans sa cave et apparemment un syndic qui a été mis en demeure mais qui n'a rien fait depuis 6 ans. Donc là, il y a quelque chose à faire. Hein. Je pense qu'il faut une protection juridique. Hein. Alors, protection juridique, il faut certainement l'intervention d'un avocat dans cette histoire. Hein. Donc, on est d'accord là-dessus. Ça va plus loin que simplement un accord amiable. Donc là, il faut faire quelque chose. Surtout qu'il y a des pertes de loyer. Bon, voilà, il y a des conséquences. La difficulté, c'est que de la même manière qu'il faut souscrire l'assurance avant que sa voiture ait brûlé, là, c'est la même chose, c'est-à-dire que on prendra en charge que les sinistres qui seront postérieurs à la souscription. Et donc, effectivement, s'il y a un sinistre qui traîne depuis des années sans solution, malheureusement, là, on n'est plus dans le cadre de l'assurance. S'il n'y en avait pas, là, il va falloir effectivement passer par une procédure. Et nous, on pourrait couvrir les prochaines procédures ou les prochains litiges qui surviendraient par la suite, mais effectivement pas à effet rétroactif. Ça me permet de rebondir sur Assure Trésor dont je parlais tout à l'heure avec la prise en charge des impayés. Donc, on prend en charge les impayés qui viendraient postérieurement à la souscription du contrat. La petite particularité, c'est d'ailleurs comme pour Assure Global, dès qu'un copropriétaire débiteur est à nouveau à jour du paiement de ses charges, il sera automatiquement garanti à nouveau dans le contrat. De la même manière que sur Assure Global, on aura tous les nouveaux occupants qui seront automatiquement garantis par le contrat après sa souscription et sa mise en place, donc après l'AG. Oui, les assurances, c'est aussi en prévention, bien sûr, de ce qui pourrait se produire. Donc, quand c'est la catastrophe, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas couvert. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est toujours la même histoire. Hein. Tant qu'on n'est pas malade, on ne va pas chez le docteur. Donc,
Donc c'est ça le problème. On a tous tendance un petit peu à penser qu'il ne va jamais rien nous arriver, mais la sinistralité, ça peut être une étincelle, ça peut être un incendie, ça peut être une explosion, ça peut être, on a vu ça rue de Trévis, ça peut être avec des conséquences énormes. Absolument. Et dans Paris, on a des réseaux qui passent sous les immeubles, on a des câbles qui sont un petit peu partout dans les immeubles aussi. On est nombreux à habiter sous un même toit, donc il peut se passer beaucoup de choses. Même si on est soi-même prévoyant, parfois il peut y avoir du gaz aussi qui est aussi dangereux et qui peut intervenir aussi dans des dégâts très importants. Donc c'est vrai que moi je suis plutôt partisante de se renseigner, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, et en général dès qu'on est parti sur mettre quelque chose en place d'intéressant avec une belle couverture, c'est d'aller au bout de la démarche. C'est-à-dire que le petit plus qu'on va rajouter qui va vous apporter beaucoup au final, des fois on se dit oui mais c'est un peu plus cher, mais peut-être que ça va être peut-être c'est pas ce qu'on voulait faire au départ, mais il faut y réfléchir parce que quand on est devant le fait accompli, c'est tellement important de savoir que on peut appeler son assureur et qu'il va s'occuper de tout et qu'on n'est pas démuni. Alors c'est pour ça que Rose disait tout à l'heure qu'on avait un intercalaire qui incluait l'ensemble des garanties et qu'on les proposait pas nécessairement à la carte, pour que justement, quand on assure un immeuble, on soit certain qu'il soit bien assuré. Parce qu'on peut avoir aujourd'hui un membre du conseil syndical qui décide que lui, il veut pas des infiltrations par façade, ou qui veut pas de la garantie vandalisme, ou qui veut pas de la garantie effondrement. Et puis effectivement, demain, quand il va y en avoir un, finalement, il y a un autre copropriétaire qui lui va dire mais comment ça, on n'a pas cette garantie, et qui là pour le coup va se retourner peut-être contre le syndic, peut-être contre ses voisins, je sais pas, mais qui effectivement va se plaindre de pas avoir eu cette garantie, et donc il vaut mieux être certain d'avoir l'immeuble qui est bien couvert. Et donc prévoir en amont un panel de garantie complet. Et c'est vrai que du coup, nous, on a fait le choix pour le copropriétaire qui ne souhaite pas avoir la garantie effondrement, de lui dire que c'est quelque chose que nous ne proposons pas. Et donc, il est certain que si jamais il vient s'assurer chez ODAIM, il a un ensemble complet de garanties et que son immeuble est bien assuré. Du coup, si jamais le CS change demain, si jamais les réflexions des copropriétaires changent, quoi qu'il arrive, de toute façon, ils sont bien assurés. Et le fait de pouvoir proposer ce contrat-là à tous nos assurés, finalement, permet de diminuer les coûts au prix vraiment le plus juste et le plus bas, parce que de toute façon, tout le monde bénéficiera du même niveau de garantie qui sera très complet. Alors justement, là, on nous demande aussi, je ne sais pas si vous en avez parlé de ça, est-ce que vous avez une assurance pour garantir la réception d'une résidence en VFA ? Ah. Alors, la réception particulièrement, non. On peut souscrire on garantira en multirisque immeuble à compter de la date de livraison. Exactement. Et puis précédemment, effectivement, l'assurance dommage ouvrage que nous on propose, elle se destine plutôt aux constructions et aux améliorations dans la copropriété, aux travaux de rénovation. La construction d'un immeuble qui va être livré en VFA sera garantie par son promoteur jusqu'à la date de livraison. Et puis dès que la livraison aura lieu, nous on garantira, il y aura la multirisque immeuble qui prendra la suite. Oui, parce qu'en fait, c'est Claudine qui pose la question, mais Claudine, elle est en procédure contre son promoteur. Donc forcément, voilà. Donc là, donc là, on est allé au-delà de l'assurance. Donc en fait, c'est plus une question d'assurance, là, c'est autre chose. Donc voilà, je pense que c'est le promoteur peut-être qui était défaillant. Bon, j'imagine. Donc il n'y a pas eu de livraison, effectivement. Voilà, nous, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être ça aussi, bien sûr. S'il n'y a pas eu de livraison, voilà. Donc, on ne peut pas assurer quelque chose qui n'existe pas en tant que tel, quoi. Donc, c'est un peu ça l'idée. OK. Bon, alors, est-ce que vous avez encore des questions ? Il est 19h25 et je pense que il y en a déjà certains qui sont partis parce que c'est vrai qu'on finit en général à 19h30. Et là, ça a été assez condensé. On vous a beaucoup sollicité les uns et les autres là ce soir. Voilà. Et voilà. Donc je pense que voilà, Olivier continue à répondre, hein, donc il est toujours donc il est toujours là. Donc est-ce que ça vous a plu ? Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions ?
est-ce que vous en savez un petit peu plus maintenant sur les différentes assurances de votre copropriété? Alors, dites-nous si, voilà, est-ce que vous... Oui, excellente session. Merci à tous les panélistes et aussi à Olivier qui a fait beaucoup de réponses très pertinentes. Voilà, donc Olivier, je pense qu'il y a une petite reconnaissance de la part de nos invités ce soir sur ce travail. Voilà, ce fut excellent, excellente session. Intéressante visio, merci beaucoup pour les présentations très claires. Voilà, c'est important aussi d'avoir ce retour tout de suite immédiat. Moi, j'aime beaucoup parce que quand on prend de son temps quand même, on reste tard le soir, on a après une journée de travail et on parle encore boulot. Ça s'arrête jamais, avec tout plein de questions qui partent dans tous les sens, parfois des questions un peu naïves, d'autres fois des questions un peu hors sujet, ou d'autres fois des questions un peu personnelles. Voilà, et qu'on joue le jeu. C'est important de remercier aussi les personnes qui veulent bien être là avec nous et vous donner de leur temps et surtout de leur savoir-faire, parce que voilà, l'assurance, c'est quand même pas évident, hein. C'est un peu de juridique, un peu de technique, il y a du calcul financier, il y a beaucoup de choses dans l'assurance, hein. C'est complexe l'assurance, hein. Voilà, donc c'est quelque chose que j'aime pas trop faire moi, mais bon, les calculs, j'aime pas trop ça. Donc heureusement que vous êtes là pour ça. Bon voilà, donc ils sont contents, vous voyez hein, dans le chat, hein, ils sont contents, ils nous remercient tous, très intéressant, merci, bravo pour cette soirée, voilà, bon super. Donc vous allez avoir la présentation, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, l'équipe Odéalim est à votre disposition, hein, on vous a mis, donc vous aurez les coordonnées, et puis vous avez les liens sur le site internet, et puis vous aurez les coordonnées de nos intervenants de ce soir. Et puis, merci. Pourrais-je vous contacter en qualité de membre, etc. Donc voilà, il y en a qui veulent vous contacter. Oui, c'est super. Pas de problème. Pas de problème. On a aussi un standard. Ils peuvent tout à fait nous joindre et nous demander. Voilà, super. Ils sont qualité des intervenants au top. Ça fait plaisir. Ouais, je suis contente. Voilà, j'aime bien quand c'est comme ça que ça se passe bien. Tout le monde est content. Super. Bon, on va vous remercier encore une fois pour la qualité de vos interventions de ce soir. Merci Isabelle de nous avoir invités. Toutes les précisions, et j'espère qu'on refera ça d'autres séances comme ça, parce que bon, c'est intéressant et ça apporte beaucoup de matière aussi, parce que il se passe beaucoup de choses dans les copropriétés, on rencontre beaucoup de difficultés tout le temps, et c'est important de savoir qu'on a des professionnels sur lesquels on peut compter dans les cas de coup dur, et voilà. Et donc je voulais un petit peu qu'on couvre tous les sujets, et je pense qu'on a fait ça. Alors parfois un peu rapidement, mais bon, voilà, peut-être qu'on reviendra sur des sujets, sur la dommage ouvrage, où il y aura encore beaucoup de choses à dire, j'imagine. Absolument. Voilà, peut-être qu'on reviendra là-dessus aussi. Et puis Stanislas, aussi, pourquoi pas, hein, sur d'autres sujets plus copro. Si on a encore des questions sur la protection juridique ou autre, peut-être pourquoi pas, on fera une spéciale. Avec plaisir. Juridique, qui sait. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci Gladys d'être restée avec nous aussi jusqu'au bout. Donc Olivier, si tu veux nous faire un petit coucou, tu peux nous faire un petit coucou. On t'a pas vu de la soirée, donc voilà. Travailler dans l'ombre. Allez, voilà, ça y est. Bon, voilà, bonne soirée aussi à Valérie. Voilà, bon, hein, merci, hein, bravo à Olivier. Hein, voilà, c'était formidable. C'était bien amusé, merci beaucoup. Oui, je pense qu'il a les doigts qui chauffent là, hein, ça doit chauffer un peu. Le clavier est un peu brûlé. Voilà. Donc, dans la bonne humeur, je vois. Hein. Bon, c'est bien, c'est cool. Hein, ça s'est bien passé. Bon. Ils sont contents tous les deux. Bon, super. Bon, allez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vais tout éteindre. Bonne soirée. Merci Isabelle, bonne soirée. Voilà, faites attention, soyez vigilants. Restez bien masqués. Restez bien, protégez-vous. Et puis, j'espère vous retrouver très rapidement en pleine forme pour un prochain rendez-vous. Voilà. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.